Vous écoutez Sans détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain, Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes, qui à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Delerval, coach au sein de l'association Génilem, et avec mon camarade Laurent Bernet, on vous propose d'entrer avec nous, sans a priori, dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment on importe en Suisse une idée de start-up vue à l'étranger ? Nous recevons aujourd'hui Marc Eschliman, fondateur et CEO de Smoood.ch, la plateforme qui vous permet de commander vos plats préférés, vos courses et bien plus encore. Marc découvre lors d'un voyage à Paris l'expérience de se faire livrer des bons plats de restaurants réputés. Il nous raconte comment il va ramener ce concept d'abord à Genève avant de le développer dans le reste de la Suisse. On parle tech, ubérisation, conscience, choix de consommateur, dark store et rencontres. Alors bonjour Marc. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Bien sûr. Marc Eschliman, j'ai 38 ans et je suis l'actuel dirigeant et un des fondateurs de Smoood.ch, qui est une société qui a été créée à Genève en décembre 2012. Commence à dater maintenant, on vient de fêter nos 10 ans, et qui est aujourd'hui présente sur tout le territoire, dans une quarantaine de villes en Suisse. Donc pas tout le territoire, mais quasiment 60% de la population atteignable. C'était comment Smoood en 2012 ? C'était un nouveau métier parce que 2012, si on remet un petit peu de contexte, je sais que ça paraît évident aujourd'hui à la livraison de nourriture, mais en 2012, il n'y a pas d'Uber Eats, il n'y a pas de Deliveroo, il n'y a pas de Takeaway, toutes ces boîtes-là, elles n'existent pas finalement. Et on a des Domino's Pizza qui livrent, et c'est ça la base, et c'est ça la référence. Donc c'est un marché qui est quasi inexistant, il y a les vieux tradis, mais c'est tout. Donc Smoood en 2012, c'est un nouveau métier, le métier de livreur de food, sans être attaché à un restaurant en particulier. Et comment t'es venue l'idée de justement créer Smoood ? Alors Smoood, je ne vais pas être très original, je ne l'ai pas inventé. Je suis parti à Paris où il y avait une société qui s'appelait Resto In, qui était un précurseur. Assez drôle parce que créé par un étudiant parisien qui avait étudié à l'IMD. Et lui s'était dit, mais c'est formidable, sur le campus, il y a des étudiants qui se proposent d'aller livrer les restos du campus aux autres étudiants pour gagner un peu de rond et en restant dans le campus. Et donc il rentre à Paris, il se dit, mais ça, il faut le faire. Et lui achète une petite Smart et il imprime des menus de restaurants de son quartier. Il les met sous le format d'un livre. Puis il va distribuer le livre et il dit appelez-nous si vous voulez vous faire livrer, quoi. Et donc ça commence comme ça. Et moi j'arrive chez un ami qui me dit mais attends, il y a un nouveau truc. Je dis non, moi j'ai pas envie de me faire livrer parce que pour moi la livraison c'est connotation malbouffe immédiate, etc. Et il me dit non mais tu vois c'est super cool. Il y a la brasserie libre dessus et je commande une choucroute. Le truc assez improbable en livraison normalement. Et là, je fais livrer une choucroute, le mec arrive, alors c'était tout début, donc il est bien habillé, il a son petit nœud papillon, etc. Je dis, mais attends, mais c'est formidable ce système. À Genève, on a 2200 restaurants, on a 300 000 habitants, disons, dans la ville, je dis ville-canton, c'est une ville-canton. Et puis, on est super mal équipés. La plupart des appartements, ils n'ont pas de cuisine. Les gens seraient très friands de ça. On aime les services. Il y a du pouvoir d'achat pour les services. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc, Smoood est né comme ça, puisque je rentre de Paris. Et à l'époque, je suis en train de faire un MBA à la HEG. Et donc là, je vais voir une de mes collègues de classe qui, elle, a un petit business de location de bureaux. Puisque je vais avoir besoin de bureaux. Et puis, comme tout le monde, comme tout entrepreneur au début, tu choisis pas tes associés parce que tu les aimes bien, tu choisis tes associés parce qu'ils ont quelque chose à t'apporter dans l'aventure. Et elle, en l'occurrence, elle a son petit business de location de bureaux et c'est ce qu'elle va amener dans l'aventure, c'est que je lui vais dire, ok, on fait ça ensemble et puis toi, tu vas nous amener et on va s'installer dans tes bureaux. Et ça a commencé comme ça. Et vous étiez combien alors le jour 1 ? 2. Et comment tu as recruté les premiers restaurants pour avoir ces premiers menus ? Ça, c'était même pas un recrutement, c'était une éducation. Je le répète, 2012, il n'y a pas de contexte du food delivery. Et donc, d'aller voir d'entrée de jeu des restaurateurs, je vais les citer, je vais voir le Café du Centre. Je tombe avec le chef qui me regarde avec des yeux. Qu'est-ce qu'il veut ? Lui, il veut mettre ma bouffe dans des barquettes en plastique, mais il est fou. Ça fait des années que je travaille à faire ma présentation, etc. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Alors, il y a d'un côté le patron du resto qui, lui, en général, comprend l'attrait un peu plus financier, développement, etc. Et puis derrière, il y a les chefs qu'il faut convaincre, leur dire « Mais attendez, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, mais vous allez le faire un peu différemment.
Puis peut-être qu'on va retravailler les cuissons. La viande, on va la faire cuire un peu moins. Elle va continuer à cuire pendant le transport, etc. On rentre dans des considérations hyper techniques qui aujourd'hui n'existent plus du tout. Il n'y a plus aucun restaurateur qui se pose ces questions. Mais en 2012, ils ont tous un tas de questions. Mais quel conditionnement? Mais l'aluminium, le plastique, ceci, cela. On n'a pas encore les notions écologiques en plus. Et puis, donc c'est une grosse phase d'éducation. Et je vais voir les principaux noms de la place genevoise. Donc à l'époque, moi je me souviens les tout premiers, les Mangodek pour le côté healthy, vapeur et compagnie, le café du centre, le parfum de Beyrouth pour le libanais. Enfin voilà, les grands classiques que l'on veut et qu'on a envie de se faire livrer finalement à domicile. Et ils t'ont tout de suite dit oui? Je peux pas dire que j'ai pas été soutenu. Sincèrement, ils ont tous plutôt bien joué le jeu. Ils m'ont pas tous dit oui. Certains m'ont même dit reviens un peu plus tard, on a besoin d'y penser, etc. Mais j'ai eu globalement un bon accueil. Et l'accueil était au niveau de l'éducation. En gros, plus je passais de temps à leur expliquer, à leur montrer comment ça pouvait fonctionner. Le test ultime, c'était de leur dire, je ne vais pas chercher à vous vendre le produit. Vous allez me préparer quelque chose, vous me le mettez là-dedans. J'ai ma Smart devant, parce que la première voiture, c'était ma Smart. J'ai ma Smart devant, je vais partir avec, je reviens dans 35 minutes, et on le mange ensemble. Et si effectivement vous me dites, non, ça a dénaturé le produit, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'aime, on arrête là, je plie bagage, je m'en vais. Et la réalité, c'est qu'en fait, on partait à 10-15 minutes, parce que c'est le temps, le vrai temps de livraison, c'est entre 10 et 15 minutes à Genève, par exemple. Pas plus, le reste, c'est de la préparation de l'organisation. Et en 10-15 minutes, la grande majorité des plats, ils se détériorent pas. Alors oui, il y a des produits sensibles, les frites et autres, mais en dehors de ça, ça se détériore pas. Donc ça a commencé comme ça. À ses débuts, alors donc le frein, on l'a compris, c'était plutôt la réticence à comment allait être livrée la nourriture. C'était le seul frein ou il y en avait d'autres? J'ai pas eu beaucoup de freins financiers. Je vais même dire que c'était plus facile à l'époque financièrement, puisqu'il n'y avait pas de compétition finalement. Et que bon, voilà, il y a un grand principe dans la restauration, le principe des 3 tiers. Puis ça se vendait assez bien. Globalement, il n'y avait pas de blocage au niveau financier. C'était un problème de qualité et un problème d'être précurseur, parce que si nous, on voulait l'être, le restaurateur, lui, disait, mais attendez, moi j'ai travaillé mon branding, j'ai travaillé ma devanture, j'ai travaillé mon expérience client. Là, je vais vous donner mon expérience client et puis c'est vous qui allez la manager pour moi. Est-ce que je vous fais confiance ? Si demain vous faites n'importe quoi avec mes produits, finalement, est-ce que le client il va pas se dire mais c'est moi qui suis derrière? Et donc on a cherché à tout de suite les rassurer. On a adopté un modèle qui encore aujourd'hui est un modèle un peu particulier, puisqu'on est globalement les seuls à le pratiquer, qui n'est pas un modèle d'intermédiation. On peut imaginer que Smooth est juste un intermédiaire entre... Non, nous on achète le plat au restaurateur et on en prend la responsabilité jusqu'au client. Et quand le client a un problème, il nous appelle nous. Et c'est pour ça qu'on a une hotline, c'est pour ça qu'on gère notre relation clientèle et on décharge le restaurateur de cette partie-là. Donc finalement, le client du restaurant, c'est Smooth. Smooth est un gros client du restaurant. Et puis nous, on gère la vente à nos clients et on gère cette relation avec les clients. Et donc on a déchargé le restaurant en lui disant « Mais non, vous n'allez pas recevoir 7, 8, 10 appels dans la soirée, vous n'allez pas être harcelé par les clients, c'est pas votre note Google, quoiqu'à l'époque il n'y avait pas encore cette question de note Google, mais aujourd'hui c'est le cas, c'est pas votre note Google qui va être dévalorisée s'il y a un problème. Donc on va vraiment prendre ça nous et on vous l'enlève complètement. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle vous payez d'ailleurs. » Par rapport à ses débuts, à quel moment tu dirais que Smooth a décollé, pris son envol, ou à quel moment chercher les restaurateurs, mais c'est eux qui venaient te contacter pour que tu les livres? Je crois qu'on a une succession d'événements qui ont provoqué ça. Le premier événement, c'est on a testé notre marché, c'était à Genève. Ok. On a cherché à ouvrir Lausanne pour prouver qu'on était scalable. Parce que c'est bien beau, mais est-ce que les gens à Lausanne, et à l'époque c'est la grande question, est-ce que les Lausannois vont réagir comme les Genevois? Bon, oui, ils ont réagi exactement de la même manière. On a prouvé la scalabilité, c'était 1 an plus tard. Donc 2000, allez, on a lancé la première commande le 15 décembre 2012, donc on va dire 2013. 2014, on ouvre Lausanne, mais la progression, elle est relativement flat, globalement. Pour vous donner une idée, j'aime bien insister là-dessus parce que c'est trop parfait pour être vrai, mais c'était le cas. On faisait 5 commandes par mois. Donc le premier mois, 5 commandes par jour. Le deuxième mois, 10 commandes par jour. Le troisième, 15 commandes par jour. Le quatrième, 20. Et ça a marché comme ça pendant 1 année. Et puis la deuxième, Lausanne est arrivée à un petit peu casser cette règle. Mais on a prouvé notre scalabilité. Et à partir de là, on s'est dit, OK, on a un produit, il a fait son POC, il est scalable. Maintenant, il faut qu'on aille partout ailleurs en Suisse.
Donc on va se focaliser sur toutes les autres villes. Et pour ce faire, on a besoin de la tech. Et c'est le moment où on a réalisé, on est en 2014, on a ouvert Lausanne, on réalise tout ça, on se dit maintenant, le futur de notre business, c'est la tech. Puis 2014, c'est pas anodin. On commence à entendre des échos de boîtes comme Deliveroo qui viennent d'être créées. Alors c'est loin, c'est à Londres, ça paraît loin tout ça pour la petite Suisse, mais on en entend parler. Et puis on entend parler de Uber qui fait son truc de chauffeur, mais qui réfléchit peut-être à faire quelque chose autour de la nourriture à un moment donné. Et donc on se dit, si on n'investit pas maintenant dans la tech, on va le payer plus tard. Alors le point pivot, c'est 2015, où on crée notre propre société de développement informatique. On n'est plus dépendant de X ou Y agence et on engage notre premier CTO. Je crois que la première année, on a terminé l'année à 3 devs et on décide de tout redévelopper from scratch. Donc on n'est plus dépendant de soft externe pour faire les calculs de distance, etc., etc. On manage tout en interne. Et donc on a notre nouveau site internet, on a notre première application mobile qui arrive début 2016. Donc on a fait quand même presque 3 années pleines sans app. C'était pas si crucial que ça à ce moment-là. Et on commence surtout à se dire, ok, on va réfléchir à faire du marketing aussi, parce qu'on n'a jamais fait de marketing jusque-là. Donc le point pivot, c'est 2015, la création et la prise de conscience autour du fait que le futur de notre business, c'est la tech. Et puis ça, c'est sur l'aspect commercial, l'aspect technique commercial, mais il y a aussi un deuxième aspect qui commence à pointer le bout de son nez, qui est l'aspect social, puisqu'on commence aussi à entendre dans les premiers slogans et hurlements de l'ubérisation, un peu loin encore une fois, mais ça commence à arriver. Et on se rend compte que les gros players internationaux jouent sur une carte, la fameuse indépendance, donc l'ubérisation, les livreurs ne sont pas salariés. Et finalement, on regarde ça de loin, on analyse le marché suisse et on se dit, il y a aussi quelque chose à faire ici. Est-ce que cette ubérisation, finalement, elle a un futur en Suisse? Alors sur le moment, on se dit pourquoi pas. Et puis on revient vite sur nos pas et on se dit non, en fait, il n'y a pas de futur pour ça en Suisse. La Suisse est un pays très libéral, déjà. On a un marché du travail qui est déjà très libéral. Et de là à imaginer aller plus loin et à pratiquer cette ubérisation, finalement, c'est encore une étape supplémentaire. On pense que c'est pas ça le futur en Suisse. Et donc, on décide de se focaliser là où personne ne se focalise, c'est-à-dire sur comment intégrer le salariat dans un business model qui ne fonctionne à l'international que sur un principe de l'ubérisation. Et donc, on a nos 2 grands axes. On a l'axe tech qui va nous assurer notre développement à l'interne pour le futur. Et de l'autre côté, l'axe social qui est comment est-ce qu'on va faire fonctionner ce business model sur la base du salariat. Ça marche ? Aujourd'hui, ça marche. Et franchement, de toute l'expérience Smooth, et j'aurai quelques super beaux chiffres à annoncer, c'est pas de ça dont je suis le plus fier. Ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, et je le dis pas avec beaucoup de recul, ça fait à peine quelques semaines qu'on a trouvé l'équilibre. Aujourd'hui, on a une flotte de 1200, à peu près 1200 livreurs, 100% salariés chez nous. Il n'y a pas de société de sous-traitance ou autre. 100% salariés chez nous, avec un contrat de travail traditionnel qui respecte la LTR suisse. Et malgré ça, et je dis malgré ça parce que ça semble être un gros inconvénient, et c'est clair que c'est beaucoup plus compliqué, on a réussi à atteindre la profitabilité opérationnelle. Donc je félicite évidemment nos équipes qui ont réussi à le faire. Juste à titre de benchmark, si vous prenez tous les grands players internationaux aujourd'hui dans notre business, ils sont sur l'ubérisation et ils n'arrivent pas à gagner un centime. Donc quand vous prenez la principale charge de l'entreprise, que vous la multipliez à minima par 2, et qu'en plus vous êtes capable d'arriver à la profitabilité, le tout en ayant des prix qui sont les mêmes que ceux de la compétition, vous pouvez être très fier des équipes, ils ont fait un super job. Tu as parlé un petit peu de la concurrence. Comment tu as fait pour résister à ces monstres que sont Eat et Uber à un moment donné où tu étais en plein développement? Alors, c'est 2 cas de figure différents. Eat, pas beaucoup de gens le savent, mais ils étaient là presque 10 ans avant nous. Eat, à l'époque, c'était eat.ch et ça ressemble à Smooth, mais ça ne l'est pas tout à fait, ou plutôt nous, on pourrait ressembler à Eat puisqu'on est arrivé après, mais ça ne l'était pas tout à fait. C'est-à-dire que dans notre milieu, il y a 2 dimensions. Il y a ce qu'on appelle le RDS, Restaurant Delivery Service, où on amène la commande plus le livreur. Et puis il y a l'agrégateur qui est en fait ni plus ni moins qu'un annuaire de restaurants qui livrent eux-mêmes leurs produits. Et donc Eat existait déjà, mais ils avaient une dizaine de restaurants à Genève, qui sont les restaurants traditionnels que les gens pouvaient eux-mêmes contacter pour se faire livrer, puisque les restaurants livraient eux-mêmes. Et donc Eat, on est arrivé après et on a pris nos parts de marché très simplement, puisque nous, on a amené une toute nouvelle offre. Quand on est à Genève et qu'on a 250 restaurants et qu'eux ont toujours leurs 20 restaurants
parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, il n'y en a que 20 qui livraient leurs produits, et bien évidemment ça différencie, c'est le produit qui a différencié Smooth de Hit, et donc on a pu prendre nos parts de marché et prendre l'ascendant sur eux en Suisse romande en tout cas. Et puis Uber, c'est une autre histoire. Je ne vais pas avoir la prétention de dire qu'on fait mieux que Uber, vous ne faites pas mieux que Uber, vous faites avec Uber. C'est une grosse nuance. Uber, c'est une machine de guerre, ils sont en général mieux équipés que vous, ils ont plus de fonds, ils ont une tech, quand on aime la tech, qui est magnifique. On peut pas le nier. Maintenant, ils ont choisi, ils ont pris une direction. Et moi, je la résume de la manière suivante. Je dis que aujourd'hui, la technologie permet des choses magnifiques. Et soit vous utilisez la technologie pour trouver des solutions à des problématiques que la réglementation en place vous impose. Et vous utilisez la tech pour trouver des solutions pour adapter des modèles qui ne sont pas forcément très adaptés à cette réglementation. Mais quand même, vous pouvez le faire. La preuve, on y est arrivé. Ou alors, vous utilisez la technologie pour contourner la réglementation en place. Ils ont fait leur choix, on a fait le nôtre. Et c'est un des leviers qui nous a aidés à résister. Parce que je pense qu'en Suisse, on a quand même une conscience. On a certes des consommateurs qui ont des moyens, mais au-delà des moyens, ils ont aussi une vraie conscience. Et la Suisse fait office de fleuron, en particulier en Europe là-dessus. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est aussi important de savoir que le burger, frites, machin, etc., sans dire que tout le monde commande du burger, c'est un cliché. Que le plat qui arrive, il est livré, oui, certes, il est livré à un prix, mais que derrière le prix, il y a un homme, et l'homme, c'est un livreur en l'occurrence. Et mon livreur, je peux savoir qui c'est, savoir qu'il vit correctement, qui est payé au minimum salarial, à Genève en l'occurrence, ou alors je peux trouver un livreur qui s'appelle Jacqueline sur l'application, et puis en fait, j'ai un mec qui se pointe, je sais pas qui c'est, il a peut-être même pas le droit d'être ici, j'en sais rien, je sais pas dans quelles conditions il vit. C'est un choix de consommateur, et ça nous a passablement aidé. C'est ce qui a fait qu'on leur a tenu tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forte proportion de la population pour qui ça compte. Et c'est pas juste une question de prix, ou c'est pas juste une question d'être plus rapide. Et donc, on peut que remercier la population suisse là-dessus. Peut-être une question sur ton business model de départ. Est-ce qu'il a beaucoup évolué par rapport à tes débuts? Est-ce que t'as pivoté sur des choses qui sont assez stratégiques et que tu pourrais nous raconter? Il n'a pas pivoté, mais on a testé beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'y ai cru, et force est de constater, je me suis trompé. Je croyais beaucoup dans le takeaway. Et on l'a testé pendant le Covid. Pendant le Covid, on s'est tourné vers les restaurants et on s'est dit, bon, ok, on ne peut pas offrir toute la livraison, c'est pas possible, il y a un moment donné, il faut bien aussi qu'on paye tout le monde. Surtout que de l'autre côté, on offrait les frais de livraison aux clients. Donc voilà, nous, on a deux sources de revenus en toute transparence. On a le frais de livraison et puis le rabais qu'on négocie avec les restaurateurs. Donc on ne peut pas offrir les deux. Par contre, ce qu'on peut faire, puisqu'on a un coût, c'est le livreur. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on vous met en takeaway et vous dites à vos clients de faire leur commande en takeaway, d'aller la chercher, mais ils n'ont pas à attendre, pas à avoir ces amassements de personnes devant les restaurants. Et ça, on vous l'offre, parce que pour nous, finalement, c'est que de la tech, et la tech, elle est déjà développée. Donc on ne va pas vous la facturer, elle est déjà payée, elle est déjà développée. Et on a lancé ça en se disant que ça allait être un succès énorme. On s'est dit, mais dans la tête des gens, c'est magnifique, ils vont tous faire l'effort de descendre. Non, c'est faux. Quand vous êtes à la maison, que vous êtes installé dans le canapé, que vous avez fait le mouvement de dire « ce soir, je me fais livrer », je peux vous dire que c'est gratuit, les frais de livraison. On a essayé. Je peux même vous mettre une incentive, c'est-à-dire qu'on a même testé, on a dit « ok, l'entrecôte ou je ne sais, elle est à 30 balles. Et ben, si vous la prenez en takeaway, elle sera à 26, c'est-à-dire même moins cher que dans le restaurant. » Moi, ça ne marche pas. On n'a jamais réussi à décoller. Et ça, je l'ai vu à l'international. Tous les grands players l'ont testé. Ça n'a jamais décollé. Donc voilà, ça, c'est un bon exemple. On a essayé de proposer des services plus premium, par exemple. Il y a une limite au premium. À la fin, on livre quand même de la nourriture. Il ne faut pas exagérer. Et on ne peut pas aller trop loin dans le premium. Donc on est revenu en arrière. Donc finalement, je dirais qu'on n'a jamais pivoté. Mais on a testé des tas de petits projets à droite à gauche. Et on est systématiquement revenu au core business qui est livrer à peu près tout ce qu'on peut, dans un délai qui est raisonnable, et le tout en respectant un certain nombre de règles. Et c'est cet agrégat ensemble qui est notre core business aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu dis livrer à peu près tout. Aujourd'hui, vous livrez pas que des restaurants. Peut-être que ça, on pourrait l'appeler une forme de pivot. J'aime pas dire que c'est un pivot, parce que ça a toujours été dans les plans. Enfin, encore une fois, derrière l'histoire business, il y a une histoire d'homme. Puisque moi, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Echenard, qui est le directeur général de la Migros à Genève, en 2018, été 2018.
On s'est rencontrés de manière tout à fait random et autour de la discussion, je ne sais plus pourquoi, on se met à discuter. Je lui dis, mais moi j'ai toujours rêvé de livrer des courses à la maison, ce serait formidable. Il me dit, mais chiche. Et Philippe, c'est une personne qui est très ouverte là-dessus et qui, malgré le fait qu'il représente la Migros, qui est quand même une institution qu'on peut juger un peu, disons, traditionnelle, m'a dit, mais c'est une super idée, il faut le faire. Et donc on crée un groupe de travail, ça nous a pris moins d'une année, et puis moins d'une année plus tard, on livrait les premières courses. Alors, fatalité, 3 mois plus tard, il y a un truc qui arrive qui s'appelle le Covid. Donc on a fait des heureux avec ça. Mais c'est une expérience humaine formidable. Moi, j'ai 1000 anecdotes à raconter. On est passé de 40-50 commandes jour, après 2 ou 3 mois d'exploitation, à 1000 commandes jour. Et encore, 1000, c'était un cap. Mais si on avait laissé ouvert, on aurait pu peut-être prendre 1005, 1006, je ne sais pas. On a bloqué au bout d'un moment. Et là, ça devient un produit de nécessité pendant le Covid. Je rappelle, tout le monde à la maison. Donc c'est une superbe expérience humaine, malgré tout, malgré le contexte, parce qu'il faut trouver des solutions. Et on n'a pas eu de temps, ça s'est fait en une semaine. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand le Covid est arrivé, on nous a prévenu la semaine d'avant, on nous a dit, la semaine d'après, on vous donne des nouvelles, et puis là, on a dit stop, fin, tout le monde, on arrête tout. Donc tout le monde a été pris de court. Et grâce à cette bonne relation que j'avais avec Philippe, je dis à Philippe, comment on va faire, quoi, c'est pas possible. Pas possible de passer de 50 à 1000. Et il me parle de la Migros de l'aéroport. Et il me dit, l'aéroport est à l'arrêt, on a un Migros, on va la transformer, et on a créé le premier dark store. Je pense que c'est le premier dark store qui a été créé dans le monde, qui est en fait une Migros réelle, où on a fermé les portes, et on a revu le chemin de collecte, de picking, on appelle ça le chemin de picking dans le magasin, et il y avait que des petits gars qui préparaient des commandes dedans, et des livreurs qui arrivaient là où normalement les marchandises arrivent, là c'était les livreurs qui partaient et qui allaient livrer des courses dans tout le canton. Alors que la Migros a déjà une offre avec le shop. Mais alors, c'est un très bon exemple. Le shop, c'est une offre qui semble être similaire, mais en fait qui est à l'opposé. C'est une offre de centralisée, moi j'appelle ça de production centralisée, parce que ce sont des entrepôts qui produisent une quantité finie de commandes. Et nous, on est sur un modèle décentralisé. Ça veut dire quoi, un modèle décentralisé? C'est que nous, on va chercher la commande dans la Migros qui est la plus proche de chez vous. Et donc, fatalement, vous accédez, à un circuit court, puisque vous prenez des produits, votre banane, elle n'a pas circulé dans un camion dans toute la Suisse avant de vous être livrée. Mais au-delà de la proximité et de l'accès à des produits de la région, parce qu'il y a aussi ça, vous accédez aux produits de la région, forcément, il y a une rapidité d'exécution. Et il y a une capacité qui n'est pas infinie, bien évidemment. Mais quand vous avez 25 magasins dans le canton sur lequel vous pouvez vous reposer, s'il y a un peu trop de commandes sur un magasin, vous pouvez demander au magasin d'à côté de les préparer. Et on a cette proximité géographique-là qui nous aide. Et donc pendant le Covid, ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti comment? Le shop mettait 3 semaines pour vous livrer vos courses. Et puis nous, on livrait dans les 24 heures. Au pic du pire, on livrait éventuellement le lendemain matin. Mais ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce au fait qu'on allait juste à côté de chez vous. Si on avait dû aller produire dans un entrepôt qui a une capacité finie, on aurait fait comme le shop. Donc 2 modèles qui s'opposent, mais en fait qui ne s'opposent pas tant que ça, qui se complètent. Vous avez une offre pour toutes les périphéries et les campagnes, qui est le shop, ça ne s'appelle plus le shop maintenant, c'est migros.ch. Et qui va très bien, vous faites livrer le lendemain ou en fin de soirée, peu importe. Et puis quand vous avez besoin de quelque chose dans les 45 minutes, dans l'heure, finalement, vous passez par Smood et puis vous accédez aux produits du magasin que vous avez l'habitude de fréquenter. Les prochains challenges de Smood, 10 ans, on se revoit dans 10 ans pour les 20 ans. C'est quoi les prochains challenges pour ces 10 prochaines années? Alors déjà, on vient d'en remplir un, qui était notre plus gros challenge. L'année dernière, quand on a signé notre convention collective de travail avec Philippe Echner, donc de Migros, on s'est dit maintenant, le next step, c'est de prouver que l'alternative, elle existe. Et l'alternative, c'est d'arrêter de dire que ce business model ne peut pas fonctionner sur la base d'un salariat, etc. C'est pas vrai, on doit le prouver. Et on va aller plus loin que de simplement faire vivre une entreprise à coup de perfusion financière. On va montrer qu'opérationnellement, on peut être profitable. Et les équipes ont atteint ça, c'était il y a 2 semaines. Donc je vous parle de ça, c'est très frais. Bravo. C'était le premier challenge de l'année. Le suivant, ça va être de le faire savoir. Donc vous verrez, cette année, on a un gros rebranding qui va s'installer. Ça va être probablement fin du 2e trimestre. Gros rebranding. Et puis apprendre à communiquer. On ne sait pas communiquer. Ça fait des années qu'on fait les choses, évidemment, qu'on livre de la nourriture comme tout le monde, mais qu'on fait les choses différemment. Et aujourd'hui, quand je parle même à des amis proches, et que je leur dis c'est quoi la différence entre Uber, Smood et ils ne savent pas me le dire.
Et ils savent pas, ils comprennent pas la différence entre un employé, un indépendant qui n'en est même pas un, mais c'est un autre débat, et ils ne comprennent pas toutes ces différences. Et donc c'est à nous maintenant de l'expliquer, d'expliquer mieux nos valeurs. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Pourquoi est-ce qu'on s'est entêté dans cette direction qui paye aujourd'hui? Et j'en suis très heureux. Et ça, il va falloir apprendre à le communiquer, mais c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Plus que jamais. Quand tu recrutes quelqu'un, qu'est-ce que tu cherches? Quel est le profil du collaborateur? Je vais pas tomber dans le cliché, c'est ce truc de Simon Sinek, là, la confiance. Ouais, exactement. Je vais pas tomber là-dedans. Mais globalement, il a quand même vraiment raison. Nous, aujourd'hui, ce qu'on cherche, on cherche pas la surperformance. Je veux pas la superstar qui est plus intelligente que tout le monde. Je veux un mec qui a l'esprit bien formé, qui a envie, car l'envie est primordiale sur tout le reste, qui a envie de bosser en communauté, donc de travailler avec les autres. Parce que je pense que peu importe le challenge que l'on a, et nous on l'a prouvé 10 fois là, dans les 10 dernières années, si on a une bonne équipe qui a envie de travailler ensemble, avec des esprits bien faits, et qui ont tous cette même motivation, cette même dynamique, vous faites n'importe quoi. Sincèrement, il n'y a pas vraiment de challenge qui ne peut pas être relevé avec ça. Donc je ne cherche pas la surperformance, je cherche un gars qui a envie, l'esprit bien fait, qui aime ce qu'il fait, donc de fait, s'il en a envie, et qui a envie de travailler en communauté. Parce que individuellement, c'est pas possible. Tu as beaucoup parlé de la partie technologique de Smooth. Ces profils-là, tu arrives aussi à les recruter d'un point de vue justement des devs et des data scientists, etc. C'est un gros sujet. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres conditions. Je vais vous prendre un exemple. En 2015, quand on prend conscience que la technologie sera notre futur, parce qu'il faut être logique, on ne manage pas 1500 employés 7 sur 7, de 7h du matin à minuit, si on n'a pas de la tech. Sinon, on aurait une armada de 50 personnes aux ressources humaines, ce qui n'est pas possible dans notre métier. Donc quand on prend cette conscience, quand on a cette conscience en 2015, eh bien, la première réaction, c'est de dire « Ok, on va recruter un dev ». À l'époque, il y a une formation en dev. Elle est à l'EPFL. En gros, il y a 22 candidats qui sortent par an. Nous, on est une start-up, on n'a pas vraiment d'argent à ce moment-là. Et donc, on passe après les grands noms de la place. Il ne reste plus personne. Donc, je mandate un cabinet, je dis où est-ce qu'on devrait aller. On me donne des noms. Le truc trendy à l'époque, c'était Barcelone. C'était le truc, vraiment la nouvelle place tech, etc. On me donne Barcelone, on me donne Munich, Luxembourg, bref. Et puis, on me donne Sophia Antipolis, à côté de Nice. Et moi, Sophia Antipolis, j'ai un lien avec ça, puisque j'ai étudié à l'université de Sophia Antipolis quand j'étais plus jeune. Et donc, je me dis, bingo, je connais, c'est pas trop loin, c'est réalisable quoi qu'il arrive, et en voiture et en avion si nécessaire. On parle globalement la même langue, culturellement, on n'est pas non plus trop loin, ça va jouer, quoi. C'est encore différent que d'aller, je ne sais, moi, en Inde ou autre, parce qu'à ce moment-là, j'ai plein d'amis autour de moi qui se lancent aussi et qui, eux, externalisent, mais ils externalisent très, très loin. Là, maintenant, je ne me vois pas bosser avec des Indiens, ça ne marche pas pour moi. Et ça a payé parce qu'aujourd'hui, l'équipe, il y a 34 personnes. L'équipe est toujours là, on a 0 turnover, ce sont les mêmes, on les recrute, ils restent. Il y a une super bonne ambiance de travail, ça travaille super bien avec les bureaux de Genève et avec les bureaux de Zurich, puisqu'on a 3 bureaux, donc Genève, Zurich et Sophia Antipolis. Et puis 8 ans plus tard, on est toujours là-bas. Et ça se passe très très bien. Et donc le recrutement se fait beaucoup plus facilement, parce que c'est une grande technopole européenne, je crois même, c'est la plus grande technopole européenne. Et il y a un énorme bassin de formation. Donc moi, mon gros malheur, c'est que la Suisse n'a pas anticipé assez tôt ce virage de la digitalisation et n'a pas investi dans l'éducation. Parce que là, on parle d'investir dans l'éducation, c'est tout. On a besoin de jeunes formés. La Suisse n'a pas investi dans l'éducation côté digital suffisamment tôt. Et aujourd'hui, je crois qu'on en paye un peu les pots cassés. Parce que la plupart des gars qui doivent créer des boîtes de tech, ils ne font pas ici, quoi. Et il n'y a pas que l'aspect financier. Beaucoup de gens disent « Ah oui, mais c'est moins cher ». Plus forcément, parce que depuis le Covid, je peux vous assurer qu'un dev, il vous demande le même prix qu'il travaille à Londres, en Roumanie ou en France. Globalement, tout se fait à la maison. Donc de fait, il vous demande les mêmes tarifs presque. Et d'avoir un dev ailleurs ou avoir un dev en Suisse et l'avoir dans les bureaux avec la même culture, la culture d'entreprise, qu'il utilise votre produit au quotidien, etc., ça aussi, ça a de la valeur. Et quand vous cumulez tout ensemble, c'est même plus financièrement que c'est intéressant. C'est juste que vous ne pouvez pas recruter, vous ne pouvez pas scaler votre boîte. Ça, c'est un gros problème. S'il y a des plus jeunes auditrices, auditeurs qui nous écoutent et puis qui à Paris ou même ailleurs et puis qui voient une idée puis qui se disent j'aimerais bien l'amener en Suisse, tu leur conseilles quoi? Tout n'est pas bon à apprendre.
c'est clair. Il y a 1001 concepts, hein, on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup d'évolutions qui se créent partout. Je pense qu'il faut garder quand même à l'esprit que la Suisse est un pays un peu particulier, culturellement, mélange des langues et autres. Et tous les business ne sont pas importables, ne serait-ce déjà par la taille du marché. Mais si on fait une analyse correcte et qu'on se rend compte que le business que l'on a vu, en l'occurrence, lui, il se prête au marché suisse. Il ne faut pas hésiter une seconde. La Suisse a énormément de retard dans bien des domaines. Et encore une fois, je le dis, tout n'est pas bon à prendre. Un bon exemple, l'ubérisation, on n'a pas voulu le prendre, tant mieux. Et donc, forcément, je ne vais que l'encourager. Et je pense qu'on a un marché exceptionnel avec une clientèle qui est une clientèle bien pensante globalement, qui est bien éduquée, qui a les moyens en plus de ça, de pouvoir payer des services de qualité. Il manque des services en Suisse. Il y en a beaucoup à importer, donc je peux que leur dire d'essayer. Moi, du coup, j'ai quand même une petite question. C'est les premiers jours où tu as eu cette idée, tu en as forcément parlé un petit peu autour de toi, je l'imagine tes proches. Globalement, ils t'ont dit quoi? Alors moi, à base, je viens de l'horlogerie. Je travaillais pour une grande marque horlogère, grand classique. Tu faisais quoi pour eux? Alors j'ai fait pas mal de choses, mais au moment où j'ai décidé c'est moi qui gérais les approvisionnements en métaux précieux. Une partie, je ne suis pas tout seul à faire ça, on est un groupe, mais je travaille dans l'approvisionnement des métaux précieux pour une grande marque bien représentée à Genève. Et forcément, quand vous dites à votre entourage, bon, je vais quitter ça, j'ai une carrière toute tracée, tout va bien se passer, et puis dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis je peux vous l'écrire, et puis ça va à peu près se produire comme je l'ai prédit, vous leur dites que vous allez livrer des pizzas. Globalement, l'écho, il n'est pas exceptionnel. Je vais même vous dire, c'était même assez mauvais. C'était assez mauvais, et là, vous avez 2 catégories de personnes. Vous avez la famille, qui se fait du souci pour vous, mais c'est un vrai souci pour vous, parce que c'est la famille. Et puis vous avez de l'autre côté les amis. Puis les amis, eux, en général, ils sont assez critiques. Et moi, j'ai tendance à dire que plus vos amis seront critiques, que la famille se fasse du souci, vous n'y pouvez rien. C'est comme ça. C'est logique, c'est inné. Par contre, plus vos amis vont être critiques sur une idée, plus j'ai tendance à dire qu'elle est plutôt bonne. Je peux vous citer un nombre incalculable de clichés, mais de banquiers ou autres, qui à l'époque, autour d'un verre, me disaient « Mais t'es fou, jamais de la vie, les gens vont payer un frais de livraison pour se faire livrer un repas qui est déjà cher au restaurant. » On parle de ça il y a 10 ans, les prix ont pris 45% depuis 10 ans, et à l'époque, ils trouvaient ça déjà trop cher au restaurant. Et puis, c'est pas scalable, et puis. Puis aujourd'hui, on a prouvé le contraire. Donc moi, plus les gens me disent que c'est pas possible, que ça marchera pas, à la limite pas possible, parce que techniquement il y a un vrai bloqueur, ça je l'entends, mais ça marchera pas, les clients veulent pas l'écouter, moi j'écoute que les clients. J'écoute pas les conseils, j'écoute que les clients, c'est tout. Si mes clients au bout de 2 mois, ils m'avaient dit on n'en veut pas de ton truc, ça marche pas, là j'aurais écouté. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et comment tu as recruté les tout premiers clients? On a entendu comment tu as recruté les premiers restaurants, on allait voir, etc. Les premiers clients, tu as fait comment? C'était les autocollants que vous mettiez? C'était les pubs dans la radio? C'était quoi? Alors là, on va parler de ma sœur. Ma sœur, c'est le premier client de la boîte. Et ça commence souvent comme ça, quoi. On appelle la famille, les amis, on dit si jamais. Et on leur envoie le nom du site. Et la première commande, c'est une commande de ma sœur. Ma sœur, elle t'a léché un Duni. Et c'était une commande d'entreprise de petit-déj pour un Duni, je m'en rappellerai toujours, c'est la première. C'est toi qui livrais en plus? Ouais. Et donc forcément, ça reste. Et puis après, ses amis, etc. Et puis petit à petit, les choses se font naturellement. Sincèrement, nous, on a eu une grosse croissance la première année de bouche à oreille. Grosse croissance de bouche à oreille. Comme je vous dis, on n'a pas fait des chiffres extraordinaires. 5 commandes par jour le premier mois, 10 le deuxième, et ainsi de suite. Pour vous donner, pendant le Covid, on était plutôt sur du 8-10 000 jours. Hein, donc il y a eu quand même un changement. Et donc oui, c'est du bouche à oreille les premières années. Et puis après, des méthodes marketing plus conventionnelles. On a commencé à faire des trams, on a commencé à faire du flyering, etc., etc. Et puis après, on est parti sur le côté digital. Puis là, c'est un tout autre monde. Donc je crois c'est pas le but d'en parler ici. Mais voilà, les premiers recrutements de clients, c'était ça. Famille, amis, bouche à oreille. Bon, et puis je crois que c'est l'heure. On va terminer. Alors je prends un petit moment pour vous remercier. Merci à toi. C'est sympa d'être venu nous écouter. Et puis, c'est sympa de vous intéresser à l'écosystème des startups et en particulier dans le canton de Genève. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Marc. Comme il nous le raconte, Marc va d'abord tester cette idée vue à Paris en faisant tout lui-même, du recrutement, de l'éducation, devrais-je dire, des premiers restaurants, à la livraison aux clients finaux, puisque c'est lui qui a livré les premières commandes dans sa Smart brandée Smooth. Puis après avoir validé son POC à Genève, il va tester la scalability à Lausanne et passer de 5 commandes par jour
à plus de 10 000 commandes par jour en à peine 10 ans. Très vite, Marc va prendre conscience d'un élément de différenciation qui va permettre et façonner le succès incroyable de Smoood. C'est l'importance de la tech dans son business. Alors que cette activité pourrait sembler très, très low-tech, on parle de livraison de repas de restaurant. Mais non, la tech est essentielle afin de maîtriser son outil de production et scaler son entreprise plus vite, plus loin. On comprend, en écoutant Marc, que le deuxième élément différenciateur de Smoood, c'est la prise en compte du contexte. Les Suisses ne veulent pas d'une ubérisation à tout prix et Marc va donc proposer un autre modèle que les grandes plateformes à l'international. Ce sera le salariat plutôt que justement cette ubérisation des chauffeurs. En fait, pour lui, comme pour celles et ceux qui commandent sur Smoood, ce n'est pas qu'une histoire de prix de livraison ou de rapidité. Non, c'est une histoire de conscience et de valeur. Et c'est la tech, une nouvelle fois, c'est la tech qui va rendre possible la profitabilité opérationnelle de ce modèle qui compte aujourd'hui près de 1200 livreurs qui sont 100% salariés, avec tout ce que ça implique en termes d'organisation, de planification interne, mais également en termes de structure de coûts. L'enjeu pour Marc aujourd'hui est de faire savoir cette différence majeure dans les valeurs de Smoood. Et en parlant de valeurs, j'ai beaucoup apprécié le partage de Marc quant à ses critères de sélection des talents qu'il recrute. L'envie et la motivation de collaborer parce que, individuellement, c'est pas possible. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin avec l'importance de faire travailler les bonnes équipes ensemble, je recommande le best-seller de Jim Collins, De la performance à l'excellence, Good to Great en anglais. Et je cite ce passage, donc c'est Jim Collins qui dit « Je ne sais pas vraiment où nous devons mener ce bus, mais si je fais monter les collaborateurs qu'il me faut et que je les fais asseoir à la bonne place, puis que je fais descendre ceux qui sont inutiles, notre terminus sera l'excellence. » Ou comme le dit Marc Esliman, peu importe le challenge, avec une bonne équipe qui a envie de travailler ensemble, il n'y a pas de challenge qui ne peut pas être relevé.